Moi, je vais donc passer à autre chose par rapport à l'allergologie. On va parler un petit peu des pneumonies communautaires. Pour rappel, les pneumonies communautaires, elles sont communautaires par rapport aux autres formes de pneumonie nosocomiales et les pneumonies qui sont dues aux manipulations des malades par des instruments qui sont d'ailleurs plus sérieuses et plus graves. Les pneumonies communautaires font partie des infections respiratoires basses, par opposition aux infections respiratoires des voies respiratoires supérieures. Donc vous avez dans ce cas-là les bronchites aiguës, les exacerbations infectieuses des bronchopneumopathies aiguës obstructives. Et pourquoi on en parle aujourd'hui maintenant? Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut remettre un petit peu à leur place. On fait, nous tous, un peu partout, n'importe quoi quand il s'agit de traiter ces pneumonies. Des antibiotiques un peu n'importe comment, donner des antibiotiques à des pathologies considérées comme infectieuses alors qu'elles ne le sont pas, et donner des antibiotiques pour des pneumonies qui n'ont même pas été vérifiées sur le plan radiologique, ce sont des erreurs qu'il faut absolument arrêter. Pour le clinicien, il y a un dilemme concernant la prise en charge de ces pneumonies. Il y a un bénéfice individuel qui concerne le malade directement. Il s'agit dans ce cas-là d'éviter ou de réduire autant que faire se peut la surmortalité qui serait due à un retard de la mise en route précoce d'une antibiothérapie. Certains cas de pneumonie sont sévères où l'antibiothérapie doit être commencée rapidement et donc aucun retard n'est toléré dans ce cas-là. Ça permettra donc sans aucun doute de réduire les taux de mortalité dus à ces pneumonies. Et puis par la suite, il y a un bénéfice un peu plus global, collectif. Il s'agit d'éviter de produire des résistances. Vous savez, quand on traite n'importe comment des infections par des antibiotiques qu'on donne 48 heures et qu'on arrête sans preuve de leur inefficacité et qu'on donne d'autres antibiotiques, j'ai vu des malades à qui on a donné 4-5 antibiotiques à la fois, en ambulatoire. C'est du n'importe quoi. C'est la meilleure façon de fabriquer et de produire des résistances. Donc à ce moment-là, il faut un petit peu qu'on accorde tous nos violents et qu'on essaye de traiter sereinement ces infections de façon objective, basée sur les guidelines, pour qu'on évite au moins de provoquer ou de produire des résistances aux antibiotiques. Vous savez, la recherche médicale et pharmacologique aujourd'hui pour les antibiotiques, ce n'est pas comme avant. On donne de moins en moins de nouvelles molécules anti-infectieuses, de nouveaux antibiotiques qu'avant. Du temps où la pénicilline a été découverte jusqu'à maintenant, depuis maintenant quelques années, les 10 dernières années, les 20 dernières années, il y a de moins en moins de nouvelles molécules d'antibiotiques. Donc il faut faire attention et essayer de préserver un petit peu ce qu'on a, surtout chez nous. Chez nous, il y a des infections non spécifiques qui sont dues au germe banal, mais il y a également des infections spécifiques. Quand vous traitez, par exemple, une pneumonie avec une quinolone, quand on sait que ces quinolones peuvent être utilisés dans le traitement des tuberculoses, il faut un petit peu réfléchir avant de se lancer comme ça directement. Alors notre plan va concerner à peu près cette partie, 7 chapitres. On va commencer de voir un petit peu rapidement. Il ne s'agit pas de vous faire un cours sur le diagnostic ou le traitement des pneumonies, mais on va essayer de prendre les points forts de chaque partie. Donc on va voir à peu près qu'est-ce qu'on va traiter, qui on va traiter, donc faire le diagnostic. Une fois le diagnostic fait, où est-ce qu'il faut traiter ces pneumonies? Est-ce qu'on va se contenter de les traiter à domicile ou bien faut-il les hospitaliser? Quand est-ce qu'il faut commencer les traitements? Le plus tôt possible, mais attention, il y a des choses qu'il faut retenir également. Et puis, est-ce qu'on est obligé de faire un diagnostic bactériologique pour traiter ou pas? Donc, que traiter? Et comment on va traiter ces pneumonies et les surveiller par la suite? Enfin, quelques notes sur les perspectives qui se font un peu partout dans le monde. Et comme vous le savez, nous sommes toujours à la traîne, toujours un petit peu en retard. Heureusement qu'il y a des gens qui travaillent et qui nous permettent un petit peu de suivre le train. Le diagnostic, il est très simple. Il n'y a pas grand-chose à retenir. Ce sont des infections d'apparition brutale
avec des signes fonctionnels respiratoires. Ces signes-là vont permettre de voir un petit peu la gravité, ils vont avoir une impression de gravité. Quelqu'un qui fait une hyperthermie importante, 39-40, avec une tachycardie très importante et une polypnée, ça sera autant de signes de gravité qu'il faudra prendre en considération. Mais vous avez également une bonne valeur prédictive négative d'une association inverse, c'est-à-dire des malades qui n'ont pas de polypnée, qui n'ont pas de tachycardie, et qui voient également une température descendre un petit peu au-dessous de 38. Là, c'est moins sévère que par rapport au premier groupe. Et puis après, vous allez examiner ces malades, et vous trouverez dans les cas les plus typiques un syndrome de condensation. Je dis dans les cas les plus typiques parce que ce n'est pas évident. Il suffit en fait de retrouver un foyer de râle crépitant pour penser à une pneumonie alvéolaire ou interstitielle. C'est la radio qui va faire la part des choses par la suite. Mais la bonne valeur prédictive positive des râles crépitants est également un élément très important à considérer dans le diagnostic positif. Ce tableau-là vous montre un petit peu la différence entre les pneumonies alvéolaires. J'ai mis PFLA, c'est l'ancienne appellation. En réalité, aujourd'hui, il vaut mieux parler des pneumonies alvéolaires. Des pneumonies interstitielles, les cas les plus typiques, ce sont des pneumonies interstitielles dues aux germes atypiques, notamment le mycoplasme. La différence est très facile à retenir. En gros, il faut retenir le début qui est brutal dans la première et progressif, la température qui est très augmentée dans les pneumonies alvéolaires, un peu moins dans les interstitielles, et puis la présence qui n'est pas constante d'herpès labial dans les pneumonies alvéolaires, pratiquement absent dans l'autre, et surtout, les signes extra-respiratoires qui sont plus fréquentes, plus présentes dans les pneumonies à mycoplasme que dans la première. La radiographie va faire la part des choses, puisque dans la première, vous allez retrouver un syndrome radiologique de condensation avec une opacité bien systématisée à un segment ou à un lobe ou tout le poumon quand c'est plus grave, avec, si vous avez de la chance, la présence d'un bronchogramme aérique, alvéolaire ou broncho-alvéolaire. Et de l'autre côté, dans les pneumonies interstitielles ou à mycoplasme, vous aurez un syndrome radiologique complètement différent puisqu'il s'agit d'un syndrome interstitiel. Donc ça, c'est juste pour faire la part des choses. L'examen clinique n'est pas aussi simple. C'est le sujet âgé, généralement, la symptomatologie n'est pas aussi parlante. La pyrexie peut être présente malgré la présence d'une infection chez le sujet âgé. Et puis, quand vous auscultez un sujet âgé, c'est beaucoup plus difficile, d'abord sur le plan pratique, mais également, les sujets âgés sont généralement des sujets multitarés. Donc, vous pouvez trouver des râles crépitants qui n'ont rien à voir avec la pneumonie, puisqu'il peut vous faire des états d'œdème pulmonaire ou de subœdème pulmonaire. Généralement, c'est des gens qui ont fait déjà des problèmes respiratoires qui peuvent garder des séquelles, qui peuvent induire votre examen clinique à l'erreur. Donc, ce n'est pas aussi simple que cela. Et puis les sujets qui prennent des anti-inflammatoires non stéroïdiens, on a remarqué que le début chez eux d'une infection pulmonaire paraît plus insidieux, plus lent que chez les sujets qui ne prennent pas ces anti-inflammatoires non stéroïdiens. Enfin, vous avez également certaines erreurs qui sont fréquentes, notamment en pratique libérale. Il y a une étude qui a été publiée en 2013 par Van Wyk et qui a montré que sur à peu près une centaine de pneumonies aiguës communautaires, dont le diagnostic clinique a été présumé avant la pratique de la radiographie thoracique, qui, rappelez-vous, est le gold standard dans le diagnostic radiologique des pneumonies, eh bien, il a retrouvé uniquement 41 cas sur une centaine qui ont été confirmés comme étant des pneumonies communautaires. Donc, cliniquement, quand vous suspectez sur le plan clinique une pneumonie, ce n'est pas évident. Il faudra absolument, à tout prix, la confirmer radiologiquement. Mais vous allez voir par la suite que même la radio pose des problèmes parfois. C'est vrai que dans les cas les plus typiques, vous trouverez les signes radiologiques évoquant une pneumonie alvéolaire ou interstitielle. Le diagnostic, je viens de vous le dire, est très aisé quand vous avez un syndrome alvéolaire, mais il devient plus difficile quand vous avez des bronchopneumonies. Je ne l'ai pas dit, mais les pneumonies sont classées en 3 groupes anatomopathologiques. Les pneumonies alvéolaires, que vous voyez souvent, vous avez les bronchopneumonies qui sont plus graves, dont les foyers sur le plan radiologique sont un petit peu dispersés. C'est des syndromes alvéolo-interstitiels un petit peu bilatéral. Et puis vous avez les pneumonies interstitielles, j'en ai parlé il y a quelques instants. Dans les bronchopneumonies, la radiologie est un petit peu plus difficile, surtout si vous avez des opacités en mode de bronchogramme.
de bronchopneumonie. Il faut savoir que la radiologie peut avoir des limites, notamment des limites liées à la qualité de vos clichés. Ceux qui ont assisté à l'atelier en ont eu une idée. Et puis surtout, des limites qui sont liées à l'hôte lui-même. Les sujets, notamment âgés, qui nous posent problème, peuvent avoir une radiographie thoracique, même sans pneumonie, qui sont pathologiques. Là, quand vous avez une pneumonie qui se surajoute, il n'est pas évident que les aspects radiologiques restent les mêmes que par rapport aux sujets jeunes, notamment par la présence de lésions préexistantes. Et puis vous avez certaines erreurs qui sont fréquentes, notamment quand on pratique dans le cadre des urgences. Vous avez un travail qui a été publié en 2015 sur 200 malades suspects de pneumonie aiguë communautaire, de PAC, et qui ont eu une radiographie du thorax, puis une tomodensitométrie a été pratiquée par la suite. Surprise, la tomodensitométrie qui a été pratiquée chez ces patients a révélé un infiltrat compatible uniquement dans 33% de pneumonie, et les autres n'en étaient pas des pneumonies. Et dans 29,3%, une pneumonie a été exclue, c'est-à-dire une atteinte radiologique évoquant une pneumonie a été exclue après la pratique d'une TDM. Comme quoi, la radiographie thoracique peut également nous induire en erreur. C'est pour cela que j'invite mes collègues à faire un petit peu l'association entre ce que vous avez sur le plan clinique et ce que vous avez sur le plan radiologique. Vous ne traitez pas une radio, vous traitez un malade, donc il faut associer le tout dans un syndrome radioclinique pour pouvoir prendre une décision, et ça sera complété par la suite, pas dans tous les cas, dans certains cas comme on verra, par des examens complémentaires microbiologiques. Maintenant, une fois le diagnostic établi, la question qui va se poser, ce n'est pas de donner un traitement rapidement, mais c'est de savoir, est-ce qu'il faut hospitaliser ces malades ou bien est-ce qu'il faut les prendre en charge à domicile. Là, c'est le diagnostic de gravité qui va on va s'aider dans ce cas-là par ce qu'on appelle les scores de gravité qui vont nous donner une idée plus ou moins précise sur l'indication d'une hospitalisation ou bien sur également les décisions thérapeutiques qu'on pourra prendre. Là, je vais vous dire rapidement un petit peu l'utilité de ces scores. Pourquoi alors pratiquer ces sports? Parce que les pneumonies aiguës communautaires est une pathologie en réalité qui est fréquente, et elle est beaucoup plus fréquente après 65 ans, c'est-à-dire chez le sujet âgé. Donc, à ce moment-là, on a besoin de scores qui vont nous dire est-ce que c'est très grave ou pas. Et puis, c'est une pathologie qui peut être mortelle. Regardez sur ce tableau, les infections pulmonaires aiguës peuvent être mortelles dans près de 4 millions, selon l'OMS, des cas publiés en 1997. C'est beaucoup plus que les accidents vasculaires cérébraux, que les coronopathies à l'époque, comme quoi les pneumonies peuvent être encore plus graves. Globalement, 10% des pneumonies qu'on hospitalise décèdent. 10%, c'est un chiffre quand même assez important. D'où ces scores vont nous permettre, en principe, de réduire le taux de mortalité si nous les utilisons bien. Vous allez voir qu'il n'y a pas un seul score, il y en a plusieurs, il va falloir choisir. Il faut faire une classification de ces pneumonies, car elles sont hétérogènes. Et par rapport aux différents pays, ce tableau vous montre un petit peu l'incidence des pneumonies communautaires entre les pays européens. Et vous voyez que d'un pays à un autre, l'incidence est complètement différente. Même sur le plan des germes concernés, vous avez une hétérogénéité quand même assez marquante. Regardez, en bleu, en vert, c'est les pneumonies aiguës communautaires. Vous avez en bleu les pneumonies nosocomiales et en blanc les pneumonies qu'on contracte pendant l'hospitalisation. Et vous avez pour le pneumocoque, généralement, vous avez 16,6% de pneumonies aiguës communautaires. Et le staphylocoque, quand il s'agit de staph, c'est beaucoup plus des pneumonies nosocomiales et dues aux manipulations par les instruments. Même chose pour le pseudomonas. Comme quoi, plus vous avez un germe méchant, plus on est dans soit l'hospitalisation, soit dans les pneumonies pendant l'hospitalisation, ou bien après avoir manipulé le malade par des différents instruments. Comme quoi, il y a un lien entre ces scores et la gravité, d'où l'utilité de ces scores. Et puis par la suite, on sait que c'est très coûteux quand on hospitalise un malade. Aux USA, ça coûte près de 6 millions de dollars par an. Quand on fait une hospitalisation, ça coûte 8 milliards de dollars par rapport à 0,4 milliards de dollars quand on traite à domicile. Chez nous, ça doit être beaucoup plus. Ça doit être beaucoup plus. Comme quoi, il faut vraiment réduire ce coût-là en évitant quand même d'hospitaliser quand ce n'est pas nécessaire, bien entendu, quand ce n'est pas nécessaire.
Les scores, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y a le score de Fine, il y a le score de la British Thoracic Society, c'est le CURB 65 et le CRB 65. C'est ce qu'on va voir en réalité. Et il y a également le score de l'American Thoracic Society qu'on ne verra pas. Pourquoi on a choisi uniquement de parler du CURB 65 et du CRB 65? Parce que c'est le plus validé concernant l'indication de l'hospitalisation, de la non-hospitalisation. Le score de Fine est beaucoup plus utilisé pour la gravité, pour les risques de décès. Bon, là, c'est juste historiquement pour voir l'apparition des uns et des autres par rapport à ces scores et leurs indications. Vous voyez le score de la British Thoracic Society, le CURB 65 et le CRB 65. Ce sont des scores qui nous permettent de poser une indication d'hospitalisation. Et en pratique de ville, c'est de cela dont on a vraiment besoin. Ce score-là, le score de CURB 65, alors CURB, CRB, vous avez remarqué qu'il y a une lettre qui a sauté. Pour le CURB, c'est des initiales en anglais. C pour confusion, urée, la fréquence respiratoire, la pression artérielle systolique et puis la pression artérielle diastolique et l'âge 65. Et vous avez une cotation. Et si ce score est égal à 2, il faut savoir que le risque de mortalité est quand même assez important et qu'il faut absolument hospitaliser le malade si votre score est supérieur ou égal à 3. Il ne faut pas réfléchir. Il y a d'autres variables qui vont nous permettre également de poser l'indication de l'hospitalisation en plus de ces paramètres. C'est la saturation. Aujourd'hui, la saturation percutanée, c'est quelque chose de très facile à obtenir par rapport à il y a quelques années. Et si vous avez une saturation à moins de 92%, eh bien, il faut penser à hospitaliser les malades. La fréquence cardiaque, la température, la formule, les leucocytes, c'est-à-dire les globules blancs. Si vous avez une leucopénie ou bien une hyperleucocytose importante, c'est un signe de gravité. Il faut penser à hospitaliser ces malades. Et enfin, si vous avez la possibilité de faire les gaz du sang, vous aurez également une idée plus objective de l'indication de cette hospitalisation. D'autres critères de gravité peuvent être également utilisés. Et là, sans tenir compte de ce que je viens de vous dire, si vous avez une comorbidité, par exemple comme l'inhalation ou bien comme obstacle bronchique, vous n'avez pas besoin de tous ces scores. Ces scores-là sont utiles, mais si vous avez une pneumonie due à l'inhalation, il n'y a pas à réfléchir. Il faut obligatoirement hospitaliser le malade. Et puis vous avez des comorbidités qui justifient l'hospitalisation si elles sont associées à la pneumonie. J'ai parlé de l'âge, mais il y a également les défaillances des autres organes, l'insuffisance rénale, hépatique. La vie en institution, notamment pour les sujets âgés qui sont dans les centres, les hospices de vieillards. L'hospitalisation dans l'année, s'il y a une antécédent d'hospitalisation dans l'année, ça veut dire que ça pourrait être quand même assez grave. Et bien entendu, l'existence ou non d'un diabète et bien d'autres facteurs également qui peuvent également un petit peu peser dans la balance de décision. Vous avez également notre score qu'on utilise pour hospitaliser les malades en unité de soins intensifs, c'est le score de SMART. Là, je vous invite à les consulter, vous les trouverez sur les différents sites, sur Internet. Et il faut savoir que c'est des scores qui sont très utiles pour les malades quand on est hospitalisé dans les services de médecine. Et parfois, on assiste à une aggravation de ces pneumonies qui nous incite à les hospitaliser en réanimation. Là, il vous faut quand même certains scores objectifs, comme celui du score SMART COP. Maintenant, vous avez décidé d'hospitaliser ou non. Comment vous allez traiter? Il faut traiter précocement, mais attention, il faut quand même pas trop se presser pour mettre une antibiothérapie. Dans certains cas, on peut réfléchir de façon tranquille, mais dans d'autres cas, il faut mettre rapidement un traitement antibiotique parce que cela va de la vie du malade. Chez les patients qui sont instables cliniquement par un sepsis très grave, il ne faut pas réfléchir. Il faut installer directement une antibiothérapie. Chez les autres, vous pouvez vous donner jusqu'à 4 à 8 heures, ce n'est pas 24 heures, de réflexion et voir s'il est nécessaire de faire des prélèvements bactériologiques ou pas avant de mettre en route un traitement antibiotique. La transition est toute faite. Est-ce qu'il faut isoler ou pas? D'abord, on va voir quels sont les germes qui sont responsables de ces pneumonies. Chez tous les patients, les pathogènes usuels peuvent être responsables de ces pneumonies. Le plus fréquent, c'est toujours le pneumocoque. Quoi qu'on dise, c'est toujours le pneumocoque. Chez nous, il reste toujours plus ou moins sensible, mais on commence à avoir des souches résistantes de plus en plus nombreuses à ce pneumocoque. Et puis, vous avez les germes atypiques et les virus. Le problème, c'est quand on traite une pneumonie virale par des antibiotiques. C'est ça le problème.
Et puis chez les patients qui ont des comorbidités, les germes deviennent un peu plus méchants. Staphylocoque, entérobactéries, les anaérobies, les BGN. Chez les patients qui ont été hospitalisés et qui ont été manipulés par des instruments, les germes sont encore plus graves que les premières. Il faut savoir que isoler ou pas ce germe a un intérêt sur le plan individuel, parce qu'il faut, quand on identifie un germe, on va orienter notre antibiothérapie. Et sur le plan collectif, on saura au moins quelles sont les souches qui sont résistantes, des souches qui ne le sont pas. Qu'est-ce qu'on doit prélever en réalité? Eh bien, on prélève tout ce qu'on peut prélever. Vous avez l'ECB des crachats. On disait que ce n'était pas efficace, ce n'était pas fiable. Ben non, si on fait attention, on prélève correctement, c'est assez fiable et c'est validé. La fibroaspiration, quand les malades sont hospitalisés, vous avez également les ponctions transtrachéales. La question qu'il faut se poser, c'est quand est-ce qu'il faut en réalité faire ces prélèvements? Il faut savoir que ces prélèvements ont des indications bien ciblées. C'est-à-dire que si vous avez une pneumonie qui n'est pas sévère, pourquoi aller chercher à prélever, à isoler un germe? Sauf si vous avez une porte périphérique que vous pouvez prélever. Sinon, on ne réservera ces diagnostics bactériologiques qu'aux pneumonies aiguës communautaires sévères, avec des facteurs de risque de résistance, ou bien un échec à l'antibiothérapie initiale. À ce moment-là, on peut procéder à ces prélèvements. Il faut retenir une chose, et celle-là, nous sommes confrontés notamment chez les malades hospitalisés à cela de façon quotidienne. Il vaut mieux faire une antibiothérapie qui respecte les guidelines de façon empirique, sans preuve, que d'aller chercher à changer une antibiothérapie qui a donné de bons résultats, mais entre-temps, vous avez reçu un traitement bactériologique qui vous a dit « Attention, votre germe est résistant ». Vous avez un papier qui vous dit que le germe est résistant, mais vous avez un malade qui répond bien au traitement. Vous allez changer de traitement? Ben non, il faut continuer et ne pas tenir compte de ce document que vous avez reçu alors que le malade est devant vous et qui répond bien au traitement sur le plan clinique, sur le plan radiologique. C'est un problème constant. Souvenez-vous toujours que vous ne traitez pas les radios, vous ne traitez pas des papiers, vous traitez des malades. Donc si un traitement, c'est comme une équipe de foot qui gagne, on ne la change pas. Si un antibiotique donne de bons résultats, ne le changez pas, continuez et respectez les délais, les durées plutôt de traitement. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ce qu'on isole n'est pas forcément la bactérie ou le germe infectant. Sachez qu'il y a des germes colonisants qui colonisent mais qui ne sont pas responsables de l'infection que vous êtes en train de traiter. C'est tout le dilemme qu'il faudra prendre en considération. Maintenant, comment vous allez traiter ces malades? Il y a des guidelines. Et puis, il faut respecter toujours la souche que vous avez la plus fréquemment rencontrée dans votre entourage. C'est souvent le pneumocoque. Et quand vous traitez de façon empirique, si vous n'avez pas des signes extra-respiratoires, si vous n'avez pas des signes cliniques ou radiologiques qui vous font penser à un germe différent que le pneumocoque, traitez comme si vous avez une pneumonie à pneumocoque. Et le pneumocoque, chez nous, est toujours sensible à l'amoxicilline. C'est aussi simple que cela. Donnez de l'amoxicilline 3 grammes et surveillez bien votre malade. Maintenant, si vous avez des signes de gravité, c'est autre chose. Là, on changera d'attitude. Donc, sachez que les germes intracellulaires seront sensibles aux macrolides, au quinolone, qu'on réservera en deuxième intention, et puis vous avez également l'amoxicilline. Ça, c'est chez les pneumonies de l'adulte, mais sans comorbidité. Mais si vous avez des comorbidités, ça change un petit peu. Au lieu de donner de l'amoxicilline, vous avez l'acide clavulanique associé à l'amoxicilline. Et puis, dans les germes nécrosants, que vous avez à droite de votre planche, dans les germes nécrosants, eh bien, on va passer directement aux bêta-lactamine, céphalosporine de 3e génération. Les guidelines, qu'est-ce qu'ils nous disent? Il y en a plusieurs. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on va choisir alors? Eh bien, on choisira ceux qui sont les plus proches de nous. Eh bien, ça restera toujours l'ERS, par exemple, l'AFSAPS. Les Américains sont les seuls qui ont fait un petit peu exception. Les Américains, l'ATS, donnent en première intention, chez le sujet jeune, sans comorbidité, des macrolides. Nous sommes toujours dans la pénicilline d'abord, et s'il y a une allergie ou bien il y a un problème, à ce moment-là, on passera aux macrolides comme alternative. Donc l'amoxicilline reste, et ça c'est un papier qui existe depuis, plutôt récemment, depuis 2015 uniquement, ce tableau que je vous montre là. Comme quoi, même dans les autres pays où il y a plus d'antibiotiques, ou qui manipulent beaucoup plus que nous, leur souche est toujours sensible. Le pneumocoque reste toujours pour l'instant sensible, mais il faut faire quand même attention, il faut savoir toujours qu'il y a des résistances au pneumocoque. Donc amoxicilline ou bien amoxicilline associée à l'acide clavulanique. Quand vous avez un sujet âgé avec des comorbidités ou bien qui vient en institution, les choses changent un petit peu. Première intention, on passe toujours à l'acide clavulanique. Et pour l'ATS, là, il passe au bêta-lacte
bêta-lactamine associée aux macrolides. L'ERS, c'est-à-dire l'European Respiratory Society, commence par les fluoroquinolones. Ce n'est pas le cas chez nous. On ne commencera pas par les fluoroquinolones. Les fluoroquinolones, on les laissera toujours en deuxième alternative, en deuxième position, comme cela a été précisé, par exemple, par l'AFSAPS en 2010. Si vous avez, comment traiter plutôt de façon empirique une PAC à l'hôpital, l'hôpital c'est un peu différent. Hein. Si on est à l'hôpital, c'est que c'est plus grave. Là, on passera au bêta-lactamine, plus ou moins les macrolides. Souvent, alors là, tout le monde s'entend, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de différence. Et en deuxième alternative, plutôt en deuxième possibilité, comme alternative aux premiers antibiotiques, on donnera les fluoroquinolones. Maintenant, la surveillance. Vous avez traité, comment vous allez surveiller? Faites confiance à votre clinique, encore une fois. La surveillance est d'abord clinique, c'est la température. C'est des pneumonies, il y a de la fièvre, eh bien vous allez surveiller la température. Bien entendu, vous avez les autres éléments de surveillance clinique, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, l'état hémodynamique et la saturation, toujours la saturation. Vous allez surveiller jusqu'à 72e heure et vous allez constater, est-ce qu'il y a une réponse? Est-ce qu'il n'y a plus de température ou bien est-ce qu'il y a une aggravation? Là, vous allez prendre une décision de poursuivre si tout va bien ou bien de modifier s'il y a un problème. Si tout va bien, vous poursuivrez et au 5e jour, si vous traitez le malade à domicile, au 7e jour, si on est à l'hôpital, à ce moment-là, on va décider de l'arrêt ou non de l'antibiothérapie. On arrêtera si la température a chuté sur 2 jours après et avec présence d'au moins 4 des 5 critères de stabilité clinique, à savoir la fréquence cardiaque qui doit descendre au-dessous de 100 battements, la fréquence respiratoire qui doit descendre au-dessous de 24 mouvements par minute, la pression artérielle qui doit être plus ou moins normale, supérieure à 90 mm de mercure, et puis une saturation correcte supérieure à 90%, avec bien entendu une conscience normale. Si vous avez ces éléments, c'est bon, vous allez poursuivre le traitement jusqu'à le 10e jour ou le 7e jour et vous arrêtez. 5 jours si tout va bien, et au cours des PAC sévères, la durée du traitement est beaucoup plus longue, vous le savez, surtout quand il y a une absédation, on peut aller jusqu'à 4 semaines de traitement dans ce cas-là. Je préfère laisser ça à une autre situation, pour qu'en cas d'échec, plutôt d'hypothèse diagnostique, en cas d'évolution défavorable. Parce que généralement, quand on est en cas d'évolution défavorable, si on est en pratique de ville, comme c'est fréquemment l'assistance qui est là, je préfère que vous passiez la main, au lieu de changer les antibiotiques, passez la main, confiez le malade à l'hôpital. Par contre, si on est à l'hôpital, les problèmes changent, la situation est complètement différente. Parce que là, il faudra penser aux infections nosocomiales. Le malade qui est hospitalisé, ça ne répond pas au traitement. D'abord, il faut se poser la question, est-ce qu'il n'a pas chopé un germe pendant son hospitalisation? Est-ce que la pneumopathie infectieuse n'est pas une pneumopathie infectieuse usuelle? Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une tuberculose qui a une forme pneumonique? Et puis il y a le piège, c'est celui d'avoir un SDRA dû à un sepsis d'origine extrapulmonaire, un OAP qui complique une infection extrapulmonaire également. Ça peut être un OAP qui s'est surajouté sur une infection respiratoire. Et puis, vous avez les échecs respiratoires, c'est-à-dire ça n'a rien à voir avec votre infection, c'est des gens qui font en réalité des œdèmes pulmonaires, une embolie pulmonaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester toujours prisonnier d'un diagnostic initial. C'est une pneumonie, c'est fini, je ne change pas. Ce n'est pas vrai, ça ne se passe pas comme ça. Et puis, sachez qu'il y a parfois des allergies aux traitements qu'on donne, aux antibiotiques, qui vont aggraver la situation. Et là, on ne sait pas tellement. Est-ce que c'est l'antibiotique? Est-ce que c'est l'infection elle-même? Et donc, à ce moment-là, il faut savoir arrêter et changer carrément votre antibiotique. Dans les PAC sévères, il faut savoir que certains examens complémentaires, quand ça n'évolue pas bien, méritent d'être demandés ultérieurement. La formule, on la demande pour un oui ou un non, ça ne pose pas de problème. Sauf qu'on ne sait pas demander d'autres examens comme l'échographie cardiaque, parce qu'il y a probablement un problème cardiaque surajouté, la tomodensitométrie thoracique, parce qu'on se dit c'est une pneumonie, ça ne sert à rien, c'est pas vrai, on peut avoir des surprises. Et puis, parfois, vous avez une infection sévère des voies aériennes supérieures, notamment des sinus. Il va falloir à ce moment-là faire une tomodensitométrie des sinus et non pas des radio des sinus. La radio des sinus ne vous donne pas le diagnostic des infections sinusales, les sinusites, c'est pas vrai, c'est le scanner des sinus qui vous donne ces diagnostics. Sachez également, et ça je ne rentre pas dans le détail, qu'il y a des complications.
après une PAC hospitalisée, plusieurs mois après, quelques années après, il peut y avoir des complications. Ce sont des données plus ou moins récentes de 2011. Ce n'est pas la peine que je vous casse trop la tête de cela, mais sachez que des complications cardiovasculaires peuvent se voir aux 30 jours après. Sachez que 30 jours après la sortie, il va y avoir également un risque de récidive, et sachez qu'il y a un risque de surmortalité chez des malades qui ont été hospitalisés pour des pneumonies 10 ans après. Il y a un risque de surmortalité, ne me dites pas comment, je ne le sais même pas, mais ce sont des publications qui ont été également, qui ont parlé de cela. En réalité, on peut améliorer la prise en charge, mais ça ne se passe pas chez nous malheureusement, ça se passe plus loin ailleurs, par l'utilisation d'un certain nombre de moyens, notamment l'imagerie. L'imagerie, ce n'est plus la radio uniquement, ce n'est plus le scanner. Il y a aujourd'hui l'échographie pulmonaire, transthoracique, qui donne beaucoup pour ceux qui savent l'utiliser. Il y a également le scanner thoracique. Il faut savoir également qu'il y a des possibilités de diagnostic microbiologique avec les nouvelles PCR multiplex quantitatives. Nous ne les avons pas malheureusement, mais ça peut aider énormément. Et puis, il faut espérer qu'il y ait, dans un avenir plus ou moins moyen, d'autres molécules d'antibiotiques qui peuvent également nous aider dans certains cas, parce que parfois vous avez des difficultés de traiter certaines pneumonies qu'on hospitalise, où on n'a plus rien à proposer parce qu'ils sont résistants. Existent, c'est rare, exceptionnel, mais ça existe. Il faut savoir que d'autres molécules d'antibiotiques sont les bienvenues. Il y a des traitements adjuvants, il y a des collègues qui donnent des traitements adjuvants quand même. Il faut savoir que les traitements adjuvants, comme les macrolides, de façon systématique associés à d'autres antibiotiques, n'ont pas fait leur preuve. Et puis vous avez l'adjonction de corticoïdes qui, semble-t-il, permet de réduire la stabilité, le délai de stabilité clinique, avec une réduction des mortalités dans les PAC. Moi, je n'ai pas le courage de mettre une corticothérapie comme traitement adjuvant à une pneumonie. Ce sont des publications récentes, mais pour l'instant, je pense qu'il faut chacun doit avoir sa propre expérience. Infection pneumonie nosocomiale ou pneumonie communautaire, vous rajoutez une corticothérapie parce que ça raccourcit le délai d'amélioration clinique et ça réduit le risque de mortalité. Je pense que ça reste quand même, il faut attendre un petit peu. Et puis il y a des études qui se font aujourd'hui sur l'adjonction des statines. Un seul conseil que je garderai ici, que je vous donnerai ici, concernant la prise en charge de ces pneumonies communautaires, c'est de faire confiance à votre clinique, à votre instinct clinique, à vos signes cliniques, à vos diagnostics radiologiques. Et quand vous décidez de mettre un traitement, ne le changez pas, sauf si vous êtes sûr qu'il y a un problème avec ce traitement, et ne pas faire confiance, encore une fois, à des diagnostics bactériologiques qui peuvent vous induire en erreur, sauf s'ils sont concordants avec votre tableau radioclinique. Et je vous remercie.